Vous êtes à la chronique du conseil, 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Compte à rendre. Et la chronique du conseil. Avec votre animatrice Jennifer Lee Barker. I heard you on the wireless back in 52, lying awake antenna turning in on you. If I was younger, did you stop you coming through? Oh, oh. They took the credit for your second symphony, repeating by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. Oh, oh, I made the children. Oh, oh, what did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Pictures came and broke your heart. Studio, we heard the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. Oh, oh, you were the first one. Oh, oh, you were the last one. Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Oh, 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 you are a radio star. You are a radio star. Video killed the 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 radio star. Bonjour, aujourd'hui je suis avec une superbe équipe du Conseil des artistes québécois, ça va bien? Bonjour, salut. On a Jacques et Jennifer Lee Barker et Jacques Rivet. Donc, Merci.
Ben, vous connaissez depuis longtemps? Comment vous êtes rencontrés? Ça part d'où le Conseil des artistes québécois? Puis c'est quoi? C'est quoi? Ça part d'où? C'est une drôle d'histoire quand même. 2005-2006, Jennifer et moi avons travaillé ensemble à l'Artothèque de Montréal. En fait, en 2003, j'ai commencé. 2003. Oui, j'ai commencé en 2003 puis jusqu'en 2007. Ah, que le temps passe vite, c'est... Ouais. Et... Wow, ouais. On a fait 4 ans ensemble. J'ai fait beaucoup de bénévolat et du travail à l'Artothèque pendant ce temps-là. Et puis j'ai découvert l'art parce que je connaissais pas l'art. J'étais pas du milieu du tout. J'étais du milieu simplement purement des affaires. Elle connaissait pas l'ordinateur non plus. Ah non? Non, j'avais jamais été. T'as beaucoup appris avec ça. Ouais. J'avais jamais été sur le World Wide Web à ce moment-là. On s'entend-tu qu'en 2003, j'avais pas été là-dessus. Mais aujourd'hui, t'es t'es géniale. On est rendu à autre chose maintenant. Vous avez fait beaucoup de chemin, ouais. C'est quoi juste le Conseil des artistes québécois, vous faites pour les gens qui connaissent Ça a ça? été un regroupement de jeunes artistes qui voulaient faire les choses autrement au début. On voulait changer un peu et bouger, interpeller le milieu des arts qui était stagnant, vieux et poussiéreux. Et puis, je trouvais un peu que c'était des clics qui se mettaient ensemble. Et puis, on trouvait aussi que, bon, l'argent que le gouvernement donnait à plusieurs organismes bougeait pas. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sans demander de l'argent aux organismes, au gouvernement. Donc, on a parti un organisme qu'on a fait, comme on dit en anglais, put your money where your mouth is. Donc, on l'a fait à partir de nous, 100%. Ah, Et ça a débuté en 2007. Ouais. Dans le temps, on appelait ça le Conseil des arts du Québec. Ouais. Mettons, on a eu quelques difficultés avec le Conseil des arts et lettres du Québec là-dessus, mais pendant 2 ans, on a eu le nom, puis ça l'a évolué, c'est devenu le Conseil des artistes québécois. Oui. Et puis, On a eu des problèmes juste pendant ce temps-là, parce que maintenant, ils nous aiment bien, on peut travailler avec, et puis on collabore avec. Bon, ça donc, s'est arrangé. Là. Oui, ben ils nous ont trouvés audacieux, mais ils ont adoré quand même la vague qu'on a quand même créée dans le milieu, parce que même pour eux autres, ils ont dû updater leur fichier, leur dossier. Ils ont jamais utilisé leur nom dans certains contextes, etc. Donc, ça a dû leur faire bouger, quoi. Et je suis devenu un expert, considéré comme un expert en art visuel pour le Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, on a tout réglé ça. Bon, c'est génial. Un mal pour un bien. Puis, super. Donc, maintenant, en fait, c'est quoi vous faites depuis toutes ces années-là? Est-ce que vous avez des réalisations? On réunit les artistes pour faire des événements. Donc, ça nous, on travaille en partenariat et avec les artistes, avec d'autres entités culturelles. Puis, on monte des événements, des expositions. Mon Dieu, on a fait beaucoup d'expositions. La première année, c'était presque une exposition par mois. C'était un peu intense même, un peu, les premières années. Mais c'était très varié, tu sais, on est allé, comme tout le monde nous connaît un peu pour le Festival d'art érotique, qui est un événement qu'on fait beaucoup, mais on est allé très varié à Montréal-Champêtre, un événement dans les cimetières où ce que les gens, ils peignaient à l'extérieur et qu'il y avait une exposition à l'intérieur, il y avait des chants, il y avait de la musique dans la colline, au cimetière, il y avait un petit groupe théâtre pour enfants. Et donc, très varié, c'était bien. Wow. C'était génial. Autant qu'on a fait d'autres sortes d'événements complètement divers au Vieux-Port, sur la thématique des bateaux, ou travailler en partenariat aussi avec la FIMA. Montréal-Champêtre, c'est ça? Montréal-Champêtre, c'était sur la montagne. Les bateaux, c'était, je me rappelle même plus le nom de l'événement, tellement qu'on a eu beaucoup d'événements dans le passé. Ah ouais, hein? On a fait la déclaration du 60e anniversaire, la 60e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. De l'homme, oui. Avec, ça n'a pas changé, toujours de l'homme. Avec un petit H. Puis, me semble, je vous ai vu au Salon de l'amour de la séduction, puis Sexapalooza. Oui. On essaie de faire amener l'art aussi. Donc, vu qu'on était connus un peu dans le milieu de l'art érotique, donc des organismes tels, des entreprises telles que eux, ils nous ont demandé de voyager avec eux dans plusieurs villes. Donc, on a eu la chance de voyager dans plusieurs villes au Canada. Et on présentait l'art à une clientèle différente. Qui connaissait pas ça. C'était ça le but. Tu sais, dans les arts, si on s'adresse tout le temps aux mêmes personnes, à un moment donné, tout le monde s'adresse à la même personne. La même personne... Une partie de notre mission, c'est de développer le milieu culturel, de instiguer des nouveaux acheteurs, d'emmener, tu sais, on peut pas toujours amener les gens dans une galerie, donc on a décidé d'emmener la galerie où est-ce qu'ils vont. Donc, dans ce cas ici, dans des salons. On a aussi fait le salon de la mariée une année aussi.
salon de la femme. Non, pas de la mariée, c'était le salon de la femme, c'est ça. Donc, on a Mais plusieurs... ça nous a amené à London, en Ontario. Ça nous a amené à... Mon Dieu, c'est quoi les autres villes? Kitchener, Hamilton, Toronto, plein de oui. villes, mais aussi, en Sherbrooke. travaillant avec ce milieu-là, ça nous a aussi emmené à London, à Londres, en Angleterre. Ça nous a aussi emmené À Berlin, Amsterdam, Miami. à Miami. Littéralement, félicitations. Puis on a même fait des expositions en France. Donc, on a essayé vraiment d'exporter l'art outre-mer aussi, parce que c'est quand même là qu'ils achètent les œuvres. Et toujours sans subvention, hein. C'est grâce à la collaboration et des artistes et des partenaires qu'on a pu tout faire ça. Et bien sûr des bénévoles, voyons bien. Oui, Plus de des 50, bénévoles. 60, presque 100 bénévoles dans les dernières 10 ans qui ont été fidèles, qui nous aident année après année. On est Mais vraiment c'est vraiment une belle cause. Faut se tenir serré, tu sais, serré. On dans a le travaillé milieu à peu des près arts. avec 600 artistes. Tu sais, il faut le 600 faire, là. artistes. Ah oui. Le milieu des arts il est petit, mais en fait, il est pas si petit. Et c'est un grand milieu, un bon milieu à découvrir. Tu sais, je conseille à tout le monde qui connaît pas les arts tu sais, comme moi, au début, j'étais complètement, comme je disais, dans les affaires. Je le suis encore. Donc, et encore, j'essaie d'emmener le milieu Et des arts. artiste à tes heures, hein. Oui, Tu fais artiste des aussi, très mais je bons veux juste dire tableaux, que là. il faut amener les gens à développer aussi ce goût. Donc, c'est pas tout le monde qui a ce goût. Donc, gênez-vous pas d'aller dans une galerie un jour. Puis là, je pense qu'on est bientôt proche de la pause musicale. Là. Il reste encore une petite minute, mais en fait, pour que les artistes soient connus, bon, là, vous faites des événements, tout ça, mais il n'y a pas juste ça. Là, si je me trompe, vous avez un site Internet, vous faites la radio. La radio, Site Internet, justement, essaie de te rappeler. C'est très difficile. Ça s'appelle conseildesarts.org. c'est assez simple. Répète-moi ça pour voir. Conseildesarts.org. Ah, c'est ça. Tu as une bonne mémoire. Et Ah, puis, avec ben, un S, ça. pour ceux qui connaissent notre site depuis plusieurs années, on est en train de le upgrader. Donc, ça va être un petit makeover, qu'on peut dire. Mais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, vous allez voir beaucoup de changements dans les prochaines années au conseil. Vu que ça faisait 10 ans, on était quand même dû à faire des changements, quoi. Ben ouais, puis Puis vu que c'est un outil, comme tu disais, très important pour la diffusion de l'art, Mais ben c'est ça. il va y avoir beaucoup de mais changements. aussi pour que les artistes ils peuvent prendre contact entre eux, Oui, exactement. s'échanger. Ça va faire partie puis de notre nouveau site, ça. C'est bien. Ouais, Puis, ben, dans les groupes, le conseil a au-delà de 14 000. 14 000 qu'on est rendu. Ça, c'est sur Le Facebook. groupe. Facebook. Et puis, bon, on Wow. est sur les réseaux. Et c'est très facile de nous trouver, en autant que... C'est quoi le nom du site? Conseildesarts.org. C'est ça, oui. C'est bon. Je pense que c'était ça. Puis en Mais- fait, notre chère intervieweuse, c'est Jessica Lauzon. Puis si vous voulez voir son travail, vous pouvez le trouver sur conseildesarts.org, Eh oui, en fait. effectivement. Et vous pouvez trouver aussi le mien, Jennifer Lee Barker, si jamais vous voulez aller voir. Et Ouais. puis, il y a plein d'autres artistes. Il y a des musiciens, des poètes, de la littérature. Il y a toutes sortes de genres d'art que vous pouvez découvrir. Ça me fait penser que vous n'avez pas parlé de la collection d'art africain. Ah, ça va être après la pause musicale. Oui, c'est vrai, on s'en va en pause musicale. Merci, Jessica. Donc, merci. À bientôt. Bon, il y a plein d'affaires qui s'en viennent cette semaine en jazz. Thank you. Welcome.
Ici Berlin,
C'était Namori Cissé, un spectacle qu'il a donné pendant le Festival de jazz de 2010. Oui, donc, revenons au Conseil des artistes québécois. Bonjour, Jacques et Jennifer Liebacker. J'aimerais savoir, là, on a fini sur une note, on parlait de l'art africain, la collection d'art africaine. Ça date du début, ça, que vous faites ça? Ou? Non, c'est à l'occasion, il y a des collectionneurs qui viennent nous voir. Nous, on essaie de trouver des collectionneurs pour nos artistes, mais en l'occurrence, il y a des collectionneurs qui viennent nous voir pour bénéficier de notre expertise. Entre autres, c'est un collectionneur qui a au-delà de 1000 objets africains. J'appelle ça des objets parce qu'elles ont été fabriquées au 17, 18e, 19e siècle. Et les artistes, c'est pas considéré comme des artistes, c'est considéré comme des nous, on appelle ça de l'art, les Occidentaux. Mais là-bas, c'est les masques, les statues ont tous des fonctions dans la journée, dans la vie de tous les jours, quoi. Dans la vie de tous les jours, dans les cérémonies religieuses, donc c'est des objets, c'est pas de l'art. Mais nous, bon, c'est ça. Alors, une collection de plus de 1000 objets et c'est génial pour découvrir l'Afrique. Donc, grosso modo, on a créé un livre avec ça, on travaille avec le collectionneur, on présente les œuvres à des musées qui nous donnent un pied dans la porte pour présenter nos jeunes artistes à ces musées-là éventuellement aussi. Donc, ça nous crée des liens avec des musées et puis ça nous aide à se faire un peu de crédibilité pour que d'autres collectionneurs avec des collections comme ceci viennent nous chercher, viennent nous voir. Tel que dernièrement, on a... Le Rhum, on a vendu des pièces... Je parlais du collectionneur qui s'est venu nous voir, qui a toute une collection de les œuvres de Marc Sylvain, un artiste qui est décédé dans les années 80. Donc, un autre collectionneur qui est venu nous voir, dit, moi, j'ai plein d'œuvres, j'ai la succession, j'ai ci, j'ai ça, puis ces œuvres sont très originales, encore une fois. Tu sais, on a travaillé avec beaucoup de l'art africain. Maintenant, on pourrait travailler aussi avec des œuvres, c'est comme de la vitrogravure. Keith Haring aussi. Puis, on a travaillé avec du Keith Haring aussi dans le passé. Pour les avoir vus, certaines œuvres africaines, c'est très érotique aussi, donc ça rentre aussi avec le Festival d'art érotique. C'est parce que pour eux autres, c'est pas érotique. Fait que c'est dur, faut se mettre dans le contexte. Tu veux dire, quand quelqu'un y met une madame avec des seins puis une bedaine, on parle de fertilité à ce moment-là, on parle pas nécessairement de sexualité. Donc, il faut aussi se mettre dans le contexte. On en a dans le passé présenté de certaines de ces œuvres, mais je peux pas considérer que la plupart de les œuvres sont érotiques. Parce qu'ils sont à moitié nues. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de rencontrer des collectionneurs. Et c'est des pièces Keith Haring ou l'art africain, des pièces qui vont chercher dans les 100, 200 000 $. Ça nous ouvre les portes à une clientèle différente. Et on introduit nos artistes à ces collectionneurs-là. C'est ça le lien. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça votre mission, je pourrais dire un peu? Mission, ça serait plus de faire découvrir le Québec au complet. Tu sais, l'art qui se passe ici, c'est de relever aussi, tu sais, de faire voir. L'art, mais aussi parce qu'on n'est même pas sur la map. Tu sais, on parle de Paris, New York, on parle de n'importe quelle ville sauf Montréal. À quelque part, j'aimerais mettre Montréal sur cette map. Puis en même temps, ça l'aide, vous aider les artistes à se faire connaître. Pas juste ça, mais c'est quand on fait des ventes aussi. Ça fait que ça... régulièrement. Vous avez des collections aussi personnelles du conseil, non? Oui, absolument. Le conseil a une grande collection, surtout d'art érotique, on pourrait dire. Moi, j'ai une grande collection, peut-être pas d'art érotique, mais j'ai une grande collection de la relève québécoise. Donc, un jour, je me le fais souvent demander de faire une vraie exposition de ma collection. L'année passée, on a réussi pour satisfaire quelques curieux de montrer une partie de ma collection et une partie de la collection du conseil érotique pendant le festival d'art érotique. Donc. Puis là, parlant du festival d'art érotique, ça s'en vient. Donc, c'est notre les 10 ans. 10e anniversaire. C'est ça, oui, bientôt. Oui, bientôt, c'est un gros mot, là. On a encore presque un an devant nous de préparation. Quand? Est-ce que vous avez commencé à préparer? On a décidé de le faire au mois de février cette année, pour faire un gros boom. On a décidé pour la Saint-Valentin. Tout le monde nous le demande depuis le début. Pourquoi qu'on fait pas ça pour la Saint-Valentin? Puis là, on a toujours dit non. Puis là, on a dit, pour le 10 ans, on va leur donner la Saint-Valentin. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis la fête à Jennifer. Oui, c'est ça, c'est ma fête aussi, là, je vais en profiter, on va faire un gros party en même temps. Mais avec tout ça, c'est qu'on va enrichir le festival, mais c'est pas juste le festival, on va faire des
des podcasts avec des artistes. On va présenter ça dans les réseaux. Vous allez sur notre blog, vous allez voir les entrevues qu'on fait. C'est ça, parce que vous avez fait aussi, on n'a pas parlé, mais vous avez fait de la radio. Ça fait longtemps, Jennifer, tu fais de la radio. Depuis 2011 que je fais de la radio. Puis là, ben, je veux plus aller direction blog, podcast, webcast. À chaque semaine, depuis 2011, Jennifer faisait la chronique du conseil. Et toi, t'as été... Depuis plusieurs années, toi aussi, t'étais avec nous. Depuis 3 ans. 3 ans, Oui, c'est ça. Alors, maintenant, on passe à plus avec du visuel. C'est beau la radio, mais... Bon, on va aller un peu des deux. Moi, j'aimerais un peu aller comme une émission semaine, juste radio, un peu podcast, une émission semaine, webcast. T'sais, on va essayer de vous donner une variation de trucs intéressants. Là. Bon, ben c'est génial. Mais je sais que vous m'avez parlé de In situ. Ben, pour parler d'un peu du futur, parce que bon, la radio, puis j'en ai parlé de blog, podcast, etc. Mais mon partenaire principal, ça serait In situ. Chantal Lheureux, une super journaliste qui travaille si fort dans le milieu des arts. J'y lève mon chapeau. N'importe quel événement que tu vas à Montréal, tu la croises. Elle y va toujours. La relève de Francine Grimaldi. Carrément. Mais elle est super. Puis, elle est très impliquée, donc un bon partenariat dans le futur. Ben, on a aussi beaucoup d'autres partenariats qui s'en viennent dans le futur. Tu sais, Davidé, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec. Il y a encore plusieurs gens qu'on travaille avec depuis plusieurs années, mais il va y avoir des nouveaux partenariats aussi cette année. On favorise toujours le partenariat. Seul, on peut faire les choses, mais en groupe, on fait un tas de choses. Alors, que ce soit des partenaires ou les artistes, là, oui. Génial. Puis, vous m'avez parlé aussi de Nicolas. Ben, c'est ça, en parlant en parlant de partenaires, ben, on va l'entendre plus en deuxième partie de l'émission. Parfait. Mais, grosso modo, avant 2006, il y avait une galerie, la galerie Artus, sur la rue Rachel, où ce que maintenant est la banquise. Et puis, à un moment donné, il a été obligé de fermer. Parce que la banquise arrivait, justement, son bail a été retiré. Puis il nous a approché, nous qui étions à l'Artetec, il a dit « J'aimerais ça faire une école avec vous. » Puis à ce moment-là, on a dit « Ben oui, absolument. » Donc, en 2006, on a ouvert une école avec lui, à l'Artetec. Et puis, ça revient, parce qu'il a dû quitter. On va vous donner les détails. Pourquoi qu'il a dû quitter? Ouais, il y a eu un petit problème avec un juge neuve, les droits de la parole. Okay. Vous allez entendre tous les vrais détails en deuxième partie. Nicolas Kupriakov. On a hâte d'entendre ça. Pendant la prochaine chanson, allez voir Nicolas Kupriakov sur Internet. Il parle beaucoup du 1%. Il revendique beaucoup les droits des artistes. Je crois que c'est un anarchiste. Un petit peu. Super. Avec un œuvre magnifique, surréaliste. Il se bat pour les artistes depuis des années. Avec les grèves de la faim, avec la peinture. De façon plus radicale que vous. Oui. Oui. Attendez de voir avec quelle matière qu'il a peint ces super œuvres. C'est pas seulement des pigments qu'il a pris. Bon, on va se garder des petites surprises pour, après la pause musicale, mais je remercie beaucoup Jacques. Merci, cher bénévole. Mais avant de Jessica. quitter, je voudrais juste dire qu'on est en train de réouvrir l'école avec Nicolas, vite fait, juste pour dire. Il va être en deuxième partie. L'école des Beaux-Arts de Montréal va réouvrir les portes. Donc, c'est des cours qu'il va donner, mais il va vous expliquer ça tantôt. Ouais. Et la galerie Artus va réouvrir. C'était juste un petit preview de la c'est toutes des bonnes nouvelles. Ouais. Alors, merci beaucoup. Félicitations pour votre beau travail avec le Conseil des artistes québécois. Si vous voulez en savoir davantage, conseildesarts.org. Mon Dieu, tu as une bonne mémoire. Merci. Merci. Bon, ça, c'était la première entrevue avec Jessica Lauzon. C'est drôle d'être sur l'autre côté du micro. Je suis habituée qui fait les entrevues. C'est un petit peu drôle, mais c'était le fun. Et puis, j'ai oublié de mentionner que le premier band que vous avez entendu, j'ai laissé aller la chanson complète parce que c'est un groupe qui fait partie du festival jazz. C'est Octopus. Puis le prochain band que je vous mets, en fait, c'est West Trains. Donc, c'est tous des bands gratuits que vous allez pouvoir voir cette semaine au festival de jazz. Stand by lines. All I hate about line track, these old bars about to break my back. Oh boy, get your line up. Oh boy, get your line up. Oh boy, get your line up. Seattle, we go running track. Oh, they stood on the Red Sea shore, smoking that water with a 2x4. Oh boy, get your line up. Oh boy.
find that apple. Oh boy, get your line up. Get your line up. Oh boy, get your line up. See how we go down and try. I've been done, she's been trying, making my baby to take me. Oh boy, get your line up. Oh boy, get your line up. Oh boy, get your line up. See how we go down and try. Oh boy, get your line up. Oh boy, get your line up. Get your line up. Oh boy, get your line up. See how we go down and try. Bon, on est en deuxième partie ici avec l'artiste Nikolai Kupriakov et encore Jean Crivet. Et puis, on va passer à parler de l'École de Montréal des Beaux-Arts d'Artus. Non, l'École des Beaux-Arts de Montréal, Artus. Bon, il faudrait peut-être que je recommence ça peut-être, là, mais bon, c'est correct. Je suis capable de me tromper des fois, moi aussi. Ça va bien, Nikolai? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Contente de te revoir. Contente de te revoir dans le milieu. Ça faisait longtemps que tu n'étais plus là. Ben, 2 ans, 1 an, là. On en reparlera plus tard, là. Mais je suis contente de te revoir. Ça faisait longtemps. Je m'ennuyais. Tu es revenu. Bah oui, mais ça fait déjà une bout quand je suis revenu. On est revenu à mois d'août 2015. OK, ouais, c'est vrai. Ça va vite quand même. Oui, ça va très vite. Puis là, ben, tu as décidé de recommencer les aventures. Peux-tu nous parler un petit peu de cette belle grande aventure qu'on a devant nous ici aujourd'hui? Oui, mais en fait, c'est juste continu. L'aventure n'a jamais été arrêtée. Oui, c'est l'École des Beaux-Arts de Montréal. Artus, ça a commencé quand, au juste? Ça fait des années que tu as commencé ça? Ça fait longtemps. L'école, j'ai fondé l'École des Beaux-Arts de Montréal en 1999, imagine-tu. En 99? 99, oui. En effet, mais c'était une petite école sur la rue Rachel à l'époque. Maintenant, la banquise, je crois. Oui, c'est un lieu historique maintenant à Montréal, encore plus qu'avant. Ouais, c'est exactement. La banquise a repris mes locaux quand ils sont grandis. Là. Et là, je suis allé justement m'associer avec l'Artothèque de Montréal. Oui, tu avais le sous-sol. Ça a été une alliance stratégique très intéressante et pour l'Artothèque et pour l'école. En effet. Donc, en ce moment... Une belle aventure pour nous, on peut dire. Oui, pour tout le monde. Hein. Ouais. Donc, à cette époque-là, l'École des Beaux-Arts a commencé à avoir de se développer de plus en plus, très, très rapidement, en fait. C'était une très bonne alliance avec l'Artothèque de Montréal. Mettons à peu près de 10 à 70 étudiants en à peu près une session et demie, quoi. C'était très rapide, en effet. On a eu environ... en fait, on est devenu le plus grand école de Montréal carrément en 3-4 ans. Oui, vous avez plein de professeurs, plein d'étudiants, des étudiants qui reviennent aussi, qui est important aussi. Oui. C'était rendu trop petit. Ben oui, c'est ça, justement, c'est devenu trop petit. Et là, en ce moment, le conseil d'administration de l'Artothèque a décidé qu'on va séparer les deux organismes en nouveau et chaque organisme va aller à ses propres aides. Et en ce moment, l'école a commencé à chercher où trouver le nouveau local et finalement... on est dans tes nouveaux locaux, c'est super. Félicitations d'avoir trouvé ça. C'était très intéressant de voir les locaux en formation. Moi, j'étais habituée quand on a vu les premiers d'école de Montréal de Beaux-Arts développés. Maintenant, je vois le deuxième local développé. C'est super bien parce que c'est 2 fois plus gros, 3 fois même plus gros que l'autre. Bah, c'est devenu une vraie école de Beaux-Arts parce qu'il faut comprendre en fait l'histoire de l'école de Beaux-Arts à Montréal parce que explique-nous ça un petit peu. L'école de Beaux-Arts de Montréal, la nôtre, a comblé une vide après la fermeture dans les années 60, l'ancienne école de Beaux-Arts de Montréal. Et sur le coin de Parc et Mont-Royal. Exactement. C'est mes voisins. Exactement. Et là, c'est comme une ville comme Montréal ne peut pas ne pas avoir une école de Beaux-Arts qui enseigne la peinture, le dessin, le classique, qui enseigne la base de la peinture et le dessin. C'est complètement impensable. Imaginez-vous. On a des artistes qui donnent des cours, mais organisés comme tu l'es,
À l'ancien endroit, tu avais une possibilité de 70-80 artistes, tu étais booké. Ouais. Ici, là, on parle de 300 à 400 artistes par session. Là. Ici, on a d'abord on a une grande salle d'exposition qu'on appelle Galerie Artus, qui est déjà une historique assez connue à Montréal, parce qu'il y a beaucoup d'artistes reconnus qui ont exposé. Et on a on a 2 salles de cours avec une possibilité d'une 3e salle de cours qui ça nous permettra d'accueillir beaucoup de nouveaux élèves qui veulent apprendre les cours classiques. Avec le talent, puis je sais pas si vous connaissez le travail de Nikolai Kipriakov. Comme je vous ai dit tantôt, quand on était à la première partie, allez voir son travail sur Internet. Vous allez voir, travail sublime, travail surréaliste, je sais pas comment tu veux décrire ton travail, mais moi j'ai toujours adoré ton travail. Une touche de professionnalisme, de classique, un peu de tout, on peut dire, dans ton travail. Oui, mais là, je reviens sur l'école en disant que... Mais c'est très académique. Nikolai est un excellent professeur. Oui, très académique. Si vous avez la chance d'apprendre avec Nikolai, oui, c'est iconographique, c'est académique. Ton école, c'est justement, c'est quoi? En fait, c'est que il faut comprendre que pour donner des cours académiques, classiques, un professeur ne peut pas s'improviser. Ça prend une formation assez forte. Ça prend même pas une université, ça prend plusieurs universités pour pouvoir enseigner Beaux-Arts. Ça, c'est mon opinion. Et c'est très important parce que les Beaux-Arts, on ne peut pas prendre et copier les photos. C'est pas les Beaux-Arts. Donc, les vrais Beaux-Arts, c'est des programmes structurés. Les programmes qui sont basés sur les connaissances depuis des siècles qui sont accumulées. C'est ça la différence. Donc, quand on enseigne la base de peinture et de dessin, quand on enseigne la technique de dessin classique, quand on enseigne la peinture, donc on enseigne toutes les connaissances qui sont liées à la composition, à la coloris, à la technique, qui est très, très, très importante. Oui, mais une école, ça a plusieurs niveaux. Absolument, absolument. Nos programmes, justement, sont ouverts pour tout le monde. Est-ce qu'un débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait, peut commencer? Absolument. Ça s'adresse à tout le monde. Les cours sont adaptés en tous les niveaux. Donc, les gens progressent, ils obtiennent une formation professionnelle. Tout dans une ambiance agréable. Ils obtiennent cette formation-là en faisant tout le programme. Et ça, c'est important. Parce que s'il n'y a pas d'un programme structuré, les gens, ils bougent à droite. Où aller. Non, absolument. Mais là, puis on parle de beaucoup de structures, mais il faut dire que tu as dit une ambiance agréable, puis c'est vrai. T'as toujours le beau sourire, c'est toujours le fun pour tes étudiants. Puis j'ai plusieurs de tes étudiants qui sont venus me voir dans le passé pour me dire c'était très, très des bons cours, j'ai adoré, c'est mon meilleur prof à vie. Donc, juste un petit c'est important. En fait, étant donné que moi, j'ai étudié dans plusieurs écoles. J'ai fini 3 universités. Okay. Donc, évidemment, j'ai pu avoir les difficultés parfois que de l'ambiance sec. Donc là, je travaillais fort sur cette ambiance-là. Mais l'ambiance sec, c'est pour tout le monde. On a tous peur de rentrer dans une galerie. Ici, les gens n'auront pas peur à rentrer dans la galerie Artus. Venez, il va y avoir un sourire quand vous en rentrez. Sont bienvenus. Et d'ailleurs, pour célébrer notre déménagement, on a une promotion que les gens, pour un prix d'une session, vont avoir 2 sessions. Une deuxième session qui est gratuite. Donc, c'est assez généreux. Oui, c'est intense. En fait, même moi, je vais prendre des cours maintenant. Je pense pas que ça existe d'ailleurs. On est premier. Et puis, les finissants ont l'exposition à la Galerie Artus. Ils peuvent exposer ici, pas juste les finissants. On va avoir des expositions constamment qui la galerie... Une exposition professionnelle quand tu termines. Oui, non, ça aussi, exactement. C'est un lancement de leur carrière professionnelle de nos élèves, notre galerie. C'est important d'exposer dans un lieu professionnel pour l'artiste, de débuter. Et moi, ça me ferait plaisir de prendre plus de tes étudiants en entrevue pour aider le début de leur carrière. Moi, je suis toujours à la découverte de nouveaux talents et tout ça. Ah, c'est bien. Donc, on va développer une alliance stratégique.
Bon, je pense qu'on va prendre une petite pause. Non, attends. Avant qu'on parle, donne-nous ton site web, ton adresse, des trucs de base pour venir te retrouver ici. Là. L'adresse, on est vraiment très bien situé sur la rue Papineau, au coin de Mont-Royal, 43-95 Papineau. Et contrairement à ce que j'en pense, il y a plein stationnement sur la rue Papineau pour les cours de soir. C'est entre Rachel et Mont-Royal, ça, hein? Oui, entre Marianne et Mont-Royal. C'est ça, c'est même encore plus, bien mieux situé. Donc, l'adresse, le site web, c'est ebama.ca. Et le numéro de téléphone, c'est 54, évidemment, 898-4179. Donc, tout le monde sont bienvenus. Tu me répètes, c'est quoi le site? Donc, ebama.ca et le numéro de téléphone 514-898-4179. C'est exact. Excellent. Donc, 4395 rue Papineau, entre Marianne et Mont-Royal. Donc, c'est très central et il y a de la place pour stationner. Et la 97 passe souvent. Et la 97, oui, de Mont-Royal passe souvent. Oui, le métro Mont-Royal est aussi très proche. Oui, exactement. Une petite marche, une petite 10 minutes de marche. Non, on est vraiment chanceux. On est vraiment chanceux pour cette locale. C'est bien situé, il y a du stationnement. Il y a de l'action. Ouais. Il y a le centre Matari juste à côté. Tu as une petite galerie ici, qui est la galerie éphémère juste à côté. Donc, un petit milieu qui est en train de se monter, de se bâtir en art dans le quartier. Oui, il est déjà reconnu, Plateau Mont-Royal, quand même. Donc, on ajoute un petit plus. Bon, on parlait de bonne ambiance, très courtois ici. Quand on vient peindre, on entend quelle musique que tu me disais tantôt, souvent? Oh, on écoute souvent Jean Leloup ici. Oh, Jean Leloup. Donc, on va prendre une petite pause musicale. On va vous mettre une chanson de Jean Leloup. Donc, on vous revient tout de suite après. Et quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te repère. Retour au concessionnaire, toutes les routes meurent sur terre. Les morts ont appris à se taire. Et je cry, baby who? À Paradis City. Et je cry, baby who? À Paradis City. Tous les chemins mènent en enfer et rien de rien ne t'appartient. Que les couleurs du ciel immense, un jour de mai, tout recommence. Tendre la nuit, les illusions qui meurent, les idées de bonheur. Je suis un voleur d'éternité dans un monde blessé. Et je cry, baby who? À Paradis City. Et je cry, baby who? À Paradis City. Cours, le vent remplissant les étranges oranges du temps. Nous sommes les marionnettes du temps qui s'arrête. Les chemins mènent en enfer pendant que le cœur dans les airs s'accroche au sommet des éclairs. Tous les chemins mènent en enfer, mais quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. Retour au concessionnaire, on ne sait pas le grand mystère. Arrivent les hélicoptères. Et je cry, baby who? À Paradis City. Et je cry, baby who? À Paradis City. Donc, on est de retour. Donc, c'est toujours très festif, le Jean Leloup. Toujours de bonne humeur. Hein?
En parlant de la Saint-Jean, mais on vient juste de passer à Saint-Jean, mais je l'ai vu plusieurs fois, la Saint-Jean. C'était très un bon spectacle à chaque fois. Ouais, mais moi, j'adore Jean Leloup. En Ouais. fait, on a tellement entendu ça. Non, je veux parler de Nicolas, moi, pas de Jean Leloup. Oh, oui, on prend 2 secondes. Là. On fait la promotion des artistes. Jean Leloup en fait partie. Je m'excuse, Jean Privet, là, c'était pas que content, mais tu vas attendre. Non, c'est pas vrai. C'est bon, on en revient au sujet principal. Bon. Nicolas, qui es-tu exactement? Ben, je suis d'origine russe. Je suis né en Sibérie. En Sibérie. En Sibérie, oui, en effet. Ben, ça fait longtemps que je suis à Québec, de toute manière. Je suis un Québécois. Un Québécois. Maintenant, donc, Je te connais depuis toujours, donc... C'est ça. Je suis jamais revenu en Russie, donc... Même pas pour visiter une fois? Même pas. Wow. Même pas. Donc, je suis ici, je suis intégré dans le milieu artistique dès le début, en fait. Okay. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Sans être... tu t'es souvent battu pour les artistes ici à Montréal et au Québec. Peux-tu nous parler un peu? Oui, avec plaisir, oui, avec Oui. plaisir. Ben, en effet, disons quand je travaillais au conseil d'administration du regroupement des artistes en art visuel, du RAV, c'est là que j'ai aperçu que on a un léger problème de discrimination des artistes peintres. Les artistes de la relève. Des artistes peintres ou de la relève? De peintres, Okay. surtout. Donc, les artistes peintres ont beaucoup de difficultés de s'intégrer dans les réseaux gouvernementaux, dans les réseaux officiels. Entre autres, dans la politique d'intégration des arts à l'architecture, où ce qui ont développé... Ça, c'est ce qu'on appelle le 1%? 1%. Pour le grand public? Oui, 1%. La politique 1%, c'est la politique où ce qui 1% de budget d'une rénovation, de construction d'un bâtiment qui appartient au gouvernement va pour créer une œuvre d'art. Okay. Et le problème qui arrive là-bas, qui ont aperçu, que très peu d'artistes peintres qui ont l'accès. Et d'ailleurs, les artistes qui pratiquent autre chose que l'art actuel sont tout simplement discriminés. Il y a des critères qui les évacuent de cette politique-là. Donc, ils ont Donc, on parle pas plus de d'accès. sculpteurs qui sont acceptés pour des projets de 1%. Pas c'est seulement, ça que je veux dire? pas seulement, c'est plus complexe que ça, Okay. mais les artistes peintres sont presque Jamais là. existants. Okay. Pas existants. Je l'ai fait même une fois, j'ai fait une demande d'accès à l'information et j'ai fait une analyse de plusieurs régions de notre province et j'ai analysé en 5 ans d'attribution de projets et j'ai aperçu que la peinture presque n'existe pas. Il y a quelques achats de peinture. Donc, et ça, évidemment, ça relançait sur un problème majeur dans notre milieu, que certains artistes n'ont pas d'accès ni dans le réseau de diffusion officiel, ni dans le système de distribution de bourses, de subventions, ni dans la politique Donc, il y a d'intégration des certains arts. artistes, autrement dit, qui sont carrément juste exclus de toute demande Absolument. officielle de gouvernement. Absolument. Est-ce qu'il y a un critère particulier pour ces artistes-là ou c'est juste général? Ben, justement, c'est ça. C'est que j'ai initié à l'époque un groupe Divergence qui a commencé à se battre pour avoir plus d'accessibilité pour les artistes qui pratiquent pas l'art actuel. Okay. Mais je Donc, crois que tu as fait une grève de la faim à ce sujet. Oui, il y en avait même une, oui, en effet, là. Ça fait plus que juste avec je pense qu'on a bavé un peu, là. Et il y en avait plusieurs. Bon, donc, et là, à l'époque, comme le groupe Divergence, c'est un groupe d'artistes qui a lutté pour avoir plus d'accessibilité. Il y avait plusieurs artistes qui nous avaient soutenus, entre autres Marcel Barbeau, le signataire de la Revue Global, il est venu nous soutenir, le Guy Montpetit, il y a beaucoup d'artistes de renom et de renom international, Armand Vaillancourt d'ailleurs, donc qui nous avaient soutenus à l'époque pour avoir plus d'ouverture de gouvernement envers toutes les pratiques, toutes les disciplines, disons, en art visuel. Avez-vous gagné votre point? Ben, non. On n'est pas gagné notre point. Ça, il faut être clair. C'est très difficile de gagner un point contre le gouvernement. Il y a un mur, là. Il y a toujours un mur pour les artistes qui ne sont pas d'art actuel.
il y a toujours un mur. Cependant, comme chaque fois qu'il y a une bataille, ce mur, on ébranle. Hein. Le mur de Berlin n'est pas tombé tout de suite. Non. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et effectivement, pour répondre à votre question, oui, en effet, je me suis impliqué dans plusieurs batailles, mais c'est surtout les batailles qui sont pour avoir de plus d'ouverture, surtout pour un peintre. Et d'ailleurs, comme directeur de l'École des Beaux-Arts de Montréal, j'ai le souci pour mes étudiants parce qu'ils sont des futurs peintres. Tu t'es battu de quelle façon? Comment un artiste se bat-il contre le gouvernement? Ou la grosse machine, comme on peut dire. C'est une grosse machine. On a essayé on fait de plusieurs tentatives à faire réfléchir les fonctionnaires. On a, avec le groupe Divergence, plusieurs lettres. On a essayé de s'intégrer dans le forum qui est organisé par le gouvernement. La grève de la faim, c'est une des façons aussi de démontrer, de se faire entendre, en fait. Okay. Mais même à l'époque, on s'est fait entendu. À l'époque, le ministre de la Culture, Aline Beauchamp, à l'époque, même, il est venu nous rencontrer pour discuter. Hein. Mais c'était une fausse ouverture. Vous avez également perdu en cours. Oui, ça c'est une autre chose aussi. Mais c'est pas dans la même histoire, ça. C'est dans la même année. Hein, c'est ça s'enchaîne dans le même cheminement. Okay. Et disons, à un moment donné, mais ça c'est déjà sur le plan personnel, j'ai décidé de poursuivre le ministère de la Culture pour la discrimination, notamment dans la politique d'intégration des arts et l'architecture. Ce qui est drôle, que je l'ai fait avouer pendant le procès, les fonctionnaires de ce programme-là, ils sont en train de favoriser certains types d'art. Donc, ils discriminent d'autres. Ils fait ça exprès. Oui. C'est que, on parle des clics, là. On revient avec l'idée des clics, là. Un peu les réseau. Je dirais pas que clic, c'est un petit peu trop fort. Je dis le réseau qui contrôle les bourses, les contrats de la politique d'1%, c'est le réseau qui contrôle. Et, comme je disais, je l'ai fait avouer par les fonctionnaires que oui, en effet, ils ont fait tous leurs critères pour favoriser ce réseau-là. Mais le juge n'a pas compris. Okay. Le juge n'a pas compris, c'était très drôle. Personnel, Nicolas, c'est vraiment juste le juge n'a juste pas compris, il n'a rien saisi, il n'a pas voulu t'écouter. C'est ça. C'est difficile à dire exactement ce qui s'est passé dans la tête d'un juge. C'est entre elle et le Dieu maintenant. Donc, oui, mais peu d'artistes se battent comme tu l'as fait pour l'ensemble des artistes au Québec. Il y en a à peu près de vivants, là. Il y a Armand Vaillancourt qui s'est battu. Oui, maintenant, tu t'es élevé au niveau de Armand, au niveau des batailles que tu as entrepris personnellement, excuse-moi, mais tu fais partie du groupe très élitique des artistes qui se battent pour les autres artistes. Absolument. Oui. Je suis content d'être dans ce groupe, dans ce cas, parce que je suis heureux d'être. J'ai pas pensé à ça parce que tout simplement, quand tu peux pas rester silencieux, tu peux pas rester silencieux. Mais tant mieux si on fait partie de l'histoire maintenant. Il fallait bien essayer de changer les choses. C'est un peu l'idée du conseil quand on a commencé. On voulait changer les choses, interpeller, faire brasser un peu le milieu. Mais là, tu as fait un peu la même chose. Donc, j'aime beaucoup ce concept. Il le fait. Allez voir sur Internet, Nikolai Kupriakov. Vous allez avoir des surprises. Kupriakov, Kupriakov. Bien ça? C'était bien ça. Okay. Il y a un tréma, mais laissez faire le tréma pour l'instant. Et Nicolas. Il ne faut pas faire tréma. Alors, vraiment une belle découverte, Nicolas. Merci beaucoup. Merci pour l'école que tu vas ouvrir. Qui est ouverte, là? Qui est ouverte depuis 1999. Là, c'est ça. Okay, merci de la continuité. On a déménagé dans les locaux maintenant. Plus adéquats.
plus adéquat pour pour l'école des Beaux-Arts de Montréal. Oui. Elle est magnifique, ton locaux, il est magnifique. Les œuvres que je vois ici accrochées, j'imagine c'est tes étudiants, donc c'est du très bon travail que je vois. D'ailleurs, l'usage de la texture. Oui, d'ailleurs, on a une porte ouverte le 10 juillet de 3 à 5. C'est quel jour de la semaine, ça? C'est le vendredi, dimanche. Un dimanche, le 3 juillet. 10 juillet. Le dimanche 10 juillet. 10 juillet de 3 à 5. C'est le genre qui nous mélange. De 15h à 17h. Oui, absolument. En effet. Bon, parfait. Donc, malheureusement, je ne serai pas en ville cette journée-là. Mais ton prochain porte ouverte, je vais être là, c'est sûr. Prochain événement, prochain vernissage, c'est sûr, je vais toujours être ici. Vous êtes toujours bienvenus. Merci, Nicolas. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée à tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, West Strange. When the train pulls into your town, space warps and time slows down. An aura of expectation lends itself to magic, while beneath lies something tragic. Or maybe it's the other way around, and it comes with its very own sound, not just the hoo-hoo or clickety-clack, but the folks it brings or brings back, taught with different tongues and different accents.